Je m'appelle Léa Dubois. J'ai 30 ans. Et il y a quelques semaines, j'ai entendu mon propre père dire que j'étais trop embarrassante pour être vue avec la nouvelle belle famille de mon frère. J'étais dans le couloir, une tasse de café à la main, quand sa voix a fendu l'air depuis le salon. La belle famille de ton frère fait partie de l'élite. Tu vas nous humilier. Tu comprends, Léa? Ne gâche pas tout. Il a dit cela comme si j'étais un problème à gérer, et non sa fille. Mon frère venait de se fiancer à une héritière millionnaire, le genre de femme que l'on voit dans les magazines d'hôtels de luxe, et soudain, ma vie désordonnée de geek des données à Lyon était une menace pour leur nouvelle image impeccable. Ils se fichaient que je passe mes nuits à reconstruire des modèles de revenus hôteliers et à réparer des systèmes de réservation défaillants. Pour eux, j'étais juste la fille bizarre qui pose trop de questions au dîner et ne sait jamais quelle fourchette utiliser. Alors, pendant qu'ils faisaient des valises pleines de tenues de créateurs pour une fête de fiançailles du Nouvel An dans un complexe de luxe, on m'a dit de rester à la maison et de faire simple. Ils ne voulaient pas de moi à la fête. Ils ne voulaient pas de moi à proximité des gens qu'ils appelaient « l'élite ». Et ils ne voulaient surtout pas que quiconque sache que je faisais partie de la famille. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette même belle famille d'élite travaillait avec moi depuis des mois sous un nom différent, faisant confiance à mes chiffres pour sauver leur entreprise. Et le soir où ils ont essayé de me cacher, cette belle famille a fini par regarder une photo encadrée, reconnaître mon visage et crier mon nom devant tout le monde. Avez-vous déjà été traité comme la honte de la famille pour découvrir que c'est vous qui détenez tout le pouvoir? Restez avec moi, car la façon dont cette fête est passée de l'humiliation à la revanche est quelque chose que vous voudrez entendre jusqu'à la fin. Je n'ai pas grandi en pensant que j'étais embarrassante. Enfant, je pensais juste que j'étais différente. Pendant que les autres enfants de nos barbecues familiaux couraient dans le jardin, j'étais celle assise à la table en plastique, comptant combien de hot-dogs les gens prenaient et me demandant pourquoi oncle Michel partait toujours tôt. Je posais des questions qui mettaient les adultes mal à l'aise. Pourquoi investissez-vous dans cette entreprise si sa dette est si élevée? Pourquoi dites-vous que nous n'avons pas de problème d'argent si maman a 2 emplois? Les gens riaient, puis cessaient de m'inviter dans leurs conversations. Mes parents, Thomas et Hélène Dubois, me prenaient à part après coup. Léa, peux-tu s'il te plaît être normale pour une fois? Souris. Parle de l'école. N'interroge pas les gens. Pendant ce temps, mon frère aîné, Eric, était tout ce qu'il voulait. Il savait exactement quand rire, quand complimenter la montre de quelqu'un, quand poser des questions sur le golf. Au dîner de remise des diplômes de son lycée, je me souviens m'être tenu trop près du serveur, posant des questions sur les pourboires et les salaires, et avoir heurté un plateau de sauce marinara. Du rouge a éclaboussé la robe blanche d'une invitée. Toute la table est devenue silencieuse. Le visage de ma mère a pris la couleur de cette sauce. Thomas m'a attrapé le bras si fort que ça m'a fait mal et a sifflé, c'est exactement ce que je veux dire. Tu n'as pas ta place dans ce genre d'endroit. Après ça, j'ai arrêté d'essayer de m'intégrer à leur genre de fête. Au lieu de cela, je me suis plongé dans les chiffres. Au lycée, j'ai appris à utiliser les tableurs pour le plaisir. À l'université, pendant que d'autres publiaient des photos de soirées étudiantes, je faisais des tests AB sur la mise en page de sites web pour une petite chambre d'hôte qui n'avait pas les moyens de s'offrir une véritable agence. J'ai étudié l'analyse commerciale et l'informatique, découvrant que je pouvais prendre des données désordonnées et les transformer en réponses claires. Les hôtels et les maisons d'hôtes ont commencé à venir me voir avec le même problème, trop de chambres vides, pas assez de clients. Je m'asseyais dans ma minuscule chambre d'étudiant, fixant des graphiques à 3 heures du matin, ajustant les prix et les stratégies publicitaires jusqu'à ce que les courbes finissent par monter. Mais de retour à la maison, dans la banlieue de Lyon, rien de tout cela n'avait d'importance. Quand j'ai mentionné avoir décroché mon premier client, ma mère a souri poliment et a dit « Alors, tu fais toujours ce truc en ligne ?» Mon père a balayé ça d'un geste de la main. C'est juste temporaire. Elle finira par trouver un vrai travail. Eric, quant à lui, s'est lancé dans le droit juste après l'université, a rejoint un cabinet d'avocats d'affaires et est instantanément redevenu le fils prodige. Mes parents le présentaient à tout le monde comme notre futur associé dans un grand cabinet à la Défense. Notre fierté et notre joie. Quand j'arrivais au dîner de famille en jean après une journée de 12 heures à conseiller 3 petits hôtels à la fois, ma mère chuchotait « Pourrais-tu au moins faire semblant de ne pas travailler depuis ta chambre ?» À un moment donné, quelque chose en moi a craqué. S'il n'allait jamais voir ma valeur dans la pièce, je la construirais tranquillement en dehors de la pièce.
J'ai enregistré ma propre petite entreprise de conseil, Dubois Analytique, et j'ai commencé à dire non quand mes parents essayaient de m'entraîner à des fêtes où je savais que je serais la risée. J'ai choisi les données plutôt que les dîners, les tableaux de bord plutôt que les conversations polies. Et pendant qu'ils étaient occupés à polir l'image d'Éric, j'apprenais lentement quelque chose dont ils n'avaient aucune idée. Entre de bonnes mains, les chiffres peuvent changer le destin d'une entreprise entière. La question était, que se passerait-il le jour où mes chiffres entreraient en collision avec leur obsession du statut? La première fois que Domaine de Valombre et compagnie est entré dans ma vie, c'est parce que quelqu'un d'autre était désespéré. J'étais dans mon appartement par un après-midi moite à Lyon, à moitié endormi sur un tableur, quand un courriel est apparu avec pour objet, urgent, chaîne de complexes hôteliers de taille moyenne en difficulté. Pouvez-vous aider? Une petite agence pour laquelle j'avais travaillé en freelance auparavant paniquait. Ils avaient un client dont les réservations s'étaient effondrées après la pandémie, une marque de luxe avec de gros budgets marketing et des attentes encore plus grandes. Ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse comprendre ce désordre rapidement. Ce client était Domaine de Valombre et compagnie, bien qu'à ce moment-là, ce n'était qu'un logo et un nom dans une pièce jointe. Quelques heures plus tard, mon téléphone a sonné. « Ici Guillaume de Valombre », a dit la voix, mesurée mais tendue. « On nous a dit que vous pouviez faire des miracles avec les chiffres. » Je me suis un peu redressé. « Pas de caméra », a-t-il ajouté rapidement. « Notre connexion est horrible en ce moment. Restons juste en audio. » Ça m'allait très bien. J'aimais ne pas être vu. Au cours de l'heure suivante, il a tout exposé. Leur propriété phare était à moitié vide. Les concurrents grignotaient leur part de marché. Et la dernière agence avait gaspillé un budget à 7 chiffres pour un résultat quasi nul. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend vraiment les données, pas seulement les jolies présentations, a-t-il dit. Pouvez-vous plonger dans nos systèmes, nous dire ce qui ne va pas et le réparer? J'aurais dû être intimidé, mais ce que j'ai ressenti était tout autre, de la clarté. Ce n'était qu'une version beaucoup plus grande du même puzzle que je résolvais depuis des années. J'ai demandé l'accès à leur système de réservation, à leur compte publicitaire et à l'analyse de leur site web. En quelques jours, je passais au crible des années de chiffres, repérant des schémas que personne dans leur équipe n'avait remarqués. Leur tarification était statique sur un marché devenu incroyablement dynamique. Leur publicité ciblait les mauvaises tranches d'âge dans les mauvaises villes. Leur site web perdait des clients potentiels à l'étape du paiement parce que le formulaire mobile était un cauchemar. J'ai donc élaboré un plan. Nous avons testé une tarification dynamique liée aux courbes de la demande, modifiant les tarifs de minuscules pourcentages en fonction de la saisonnalité et des recherches en temps réel. Nous avons supprimé la moitié de leurs campagnes publicitaires inutiles et réorienté le budget vers un trafic de recherche à haute intention et des audiences sociales ciblées. J'ai conçu des forfaits pour les travailleurs à distance, les familles en vacances près de chez elles et les personnes qui voulaient de longs week-ends à distance de conduite au lieu de voyages internationaux. C'était plus risqué que les rapports sans danger qu'ils avaient l'habitude de voir, et je le leur ai dit. Guillaume a fait une pause au téléphone, puis a dit, si vos chiffres sont corrects, nous n'avons plus rien à perdre. Faites-le. Pour la première série de tests, j'ai même mis en jeu une partie de mes propres honoraires de conseil, en structurant une partie comme étant basée sur la performance. Si j'échouais, je ne gagnerais presque rien. Si ça marchait, nous serions tous les deux gagnants. Le premier mois, les graphiques ont un peu bougé. Le deuxième mois, ils ont grimpé en flèche. Les taux de réservation ont augmenté, les revenus ont suivi, et même le conseil d'administration a cessé de harceler Guillaume. Il m'a appelé tard un soir, sa voix plus légère que je ne l'avais jamais entendue. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait pour nous, Léa. Notre équipe prépare un mur d'études de cas dans notre complexe principal pour célébrer le redressement. Nous voulons votre visage dessus, votre nom, tout. J'ai ri et lui ai dit que je préférais rester en coulisses, mais j'ai quand même envoyé une photo professionnelle, au cas où ils insisteraient. Sur la maquette interne qu'ils m'ont envoyée par courriel, ma photo était là, dans un cadre doré, avec la légende, stratège en données et croissance, Léa Dubois. J'ai fermé le fichier avant de pouvoir y penser trop longtemps. Pour moi, ce n'était qu'une victoire discrète de plus dont personne à la maison n'avait besoin de savoir. Ce que je n'ai pas réalisé alors, c'est que la même chaîne de complexes hôteliers ravivés accueillerait bientôt un gala de charité scintillant. Et à ce gala, mon frère aîné bien comme il faut, Éric, rencontrerait une femme nommée Lara de Valombre, l'héritière millionnaire dont mes parents tomberaient amoureux bien avant de m'avoir jamais accepté. Éric m'a appelé environ 3 mois après ce premier grand redressement pour Domaine de Valombre et compagnie.
Sa voix était vive d'une manière que je reconnaissais à chaque fois qu'il pensait passer à un niveau supérieur. Et, tu es libre pour un café? J'ai des nouvelles. Nous nous sommes rencontrés dans un endroit chic en centre-ville, le genre d'endroit avec des sols en béton et des cortados hors de prix. Il est entré en portant un costume sur mesure, même si c'était un samedi, ce sourire facile plaqué sur son visage. Je pouvais dire avant même qu'il ne dise un mot que tout ce qu'il allait me dire rendrait nos parents très, très fiers. Il ne m'a même pas laissé finir mon bonjour. Je suis fiancé, a-t-il dit, lançant le mot entre nous comme un trophée. À Lara. Lara de Valombre. Le nom m'a frappé comme un bug dans mon cerveau. Valombre? Comme dans Domaine de Valombre et compagnie, ai-je demandé prudemment. Ouais, a-t-il dit, les yeux brillants. Sa famille possède cet empire hôtelier de folie. Ils organisent des événements caritatifs et des collectes de fonds politiques tout le temps. Papa panique. Dans le bon sens du terme. J'ai forcé un sourire. J'avais passé des mois à l'intérieur des chiffres de cet empire, les sauvant de l'effondrement, mais dans le monde d'Eric, j'étais toujours à 10 longueurs derrière l'image qu'il cultivait. C'est super, ai-je dit. Je suis heureuse pour vous. Nous avons parlé un moment de la demande en mariage, de la bague, de la réaction de nos parents. Bien sûr, ils étaient ravis. C'est le genre de connexion dont ils avaient toujours rêvé, la porte dorée vers le monde qu'ils admiraient dans les magazines et à la télévision. Ce n'est que lorsqu'Eric a terminé son histoire que son expression a changé, comme s'il avait gardé la partie inconfortable pour la fin. Alors, il y a une fête de fiançailles pour le nouvel an, a-t-il commencé, traçant le bord de sa tasse, dans l'un des complexes de la famille de Lara. Ça va être énorme. Ses parents invitent des donateurs, des partenaires commerciaux, quelques politiciens. C'est un grand événement. J'ai hoché la tête, attendant le moment où il me demanderait si j'avais besoin d'aide pour réserver des vols ou choisir une robe. Au lieu de cela, il s'est raclé la gorge. Écoute, Léa, a-t-il dit, et mon estomac s'est noué. Je pense qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas cette fois. Je l'ai dévisagé. Ne pas venir? C'est ta fête de fiançailles. C'est un public très particulier, a-t-il dit lentement. Les parents de Lara, leurs amis. Ils sont habitués à un certain environnement. Tu sais comment tu es dans ces situations. Comment je suis, ai-je répété, la voix plus sèche. Il a levé les mains comme un bouclier. Tu poses ces questions pesantes. Tu mets les gens mal à l'aise. Tu ne joues pas vraiment le jeu, papa pense que ça pourrait être trop stressant pour toi. Trop stressant pour moi ou trop embarrassant pour toi, ai-je demandé. Il a grimacé, ce qui m'a tout dit. Eric, je travaille avec des hôtels et des complexes hôteliers pour gagner ma vie, voulais-je dire. J'en sais plus que toi sur le genre de personne que tu essaies d'impressionner. Mais il a continué à parler. Nous n'avons qu'une seule chance de faire une première impression sur la famille de Lara. Ils font partie de l'élite, Léa. Ils sont habitués à certaines manières, à une certaine image. Maman et papa sont déjà nerveux. Ils pensent que c'est plus sûr if tu ne viens pas, plus sûr. Comme si j'étais une tempête imprévisible qui pourrait gâcher sa grande soirée. J'ai ri, mais le son était plat. Alors, je ne suis pas invité à la fête de fiançailles de mon propre frère parce que je ne corresponds pas à l'image. Il ne pouvait pas croiser mon regard. Ce n'est pas ça, a-t-il marmonné. On fera un dîner de famille plus petit plus tard. Juste nous. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Tu sais que c'est juste. De la stratégie. Quand je suis rentré à la maison, mes parents étaient dans le salon, leur voix basse et urgente. Je me suis arrêté dans le couloir, sans être vu. La belle famille de ton frère fait partie de l'élite, disait papa. On ne peut pas risquer que Léa divague sur l'argent ou critique le modèle économique de quelqu'un. Elle nous humiliera. Hélène a soupiré. Elle ne le fait pas exprès, Tom, mais cela pourrait être une porte d'entrée pour Eric vers quelque chose de mieux. On ne peut pas la laisser gâcher ça. Les mots ont atterri plus durement que n'importe quelle gifle. À l'étage, mon ordinateur portable était toujours ouvert sur un tableau de bord de Domaine de Valombre et compagnie, le même logo qui serait gaufré sur les invitations à la célébration du Nouvel An d'Eric. Ils étaient terrifiés à l'idée que je les embarrasse devant les personnes mêmes dont j'avais aidé à reconstruire la fortune. J'ai fermé les yeux et pris une lente inspiration. Très bien, pensais-je. S'ils veulent me cacher, qu'ils le fassent. Ils n'ont aucune idée de la petitesse de leur version de cette histoire.
Ils pensent que cette fête est une question d'image. Ils ne réalisent pas que quelque part, au milieu de tout ce champagne et de ces paillettes, mon nom est déjà accroché au mur de leur belle famille, attendant de faire voler en éclats leur petite stratégie parfaite. Le nouvel an est arrivé plus vite que je ne le voulais. La semaine entre Noël et le 31 a semblé être un entre-deux, comme si le monde retenait son souffle. Mes parents s'agitaient dans la maison, parlant de vol, de tenue et du cadeau qui serait approprié pour les Valombres. Eric m'a envoyé une photo de l'invitation une fois, tout en feuilles d'or et logo gaufré. « J'aimerais que tu puisses venir », a-t-il écrit, comme si cette décision n'avait pas été prise très délibérément sans moi. Le matin de la fête, je les ai regardés partir pour l'aéroport dans leurs plus beaux habits, ma mère dans une nouvelle robe qu'elle ne pouvait absolument pas se permettre sans utiliser une carte de crédit, mon père ajustant une cravate qu'il avait achetée en solde mais prétendait être de créateur. Ils ont fait un signe de la main, et j'ai répondu de la même manière depuis le seuil, la fille dévouée à qui on avait dit de rester à la maison pour son propre bien. Quand le Uber s'est éloigné, la maison est devenue silencieuse d'une manière qui ressemblait à un poids sur ma poitrine. Cette nuit-là, Lyon scintillait de feux d'artifice et de fêtes sur les toits, mais je suis resté dans mon appartement avec des plats à emporter et mon ordinateur portable ouvert sur la table basse. J'ai essayé de regarder un film, mais mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer. Des photos de ma mère du hall du complexe dégoulinant de lustres. Des vidéos d'Eric de pyramide de champagne, d'un groupe de musique live, de Lara descendant un grand escalier dans une robe argentée comme si elle sortait d'un magazine. Dans un clip, je pouvais entendre mon père en arrière-plan dire à quelqu'un, « C'est mon fils, là-haut. Il se marie dans la famille de Valombre. » J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les images deviennent floues. Ils étaient à l'intérieur du monde qu'ils avaient toujours vénéré, et ils avaient fait tout leur possible pour s'assurer que je n'en sois nulle part proche. Alors, j'ai fermé les photos et ouvert une autre fenêtre, le tableau de bord analytique des performances de fin d'année de domaine de Valombre et compagnie. Les chiffres des réservations en temps réel clignotaient sur l'écran, des rangées de données reflétant les réservations qui affluaient vers la même marque avec laquelle mon frère célébrait pendant qu'il souriait pour les photos. J'ai regardé les taux d'occupation grimper et les barres de revenus se remplir, les lignes que j'avais aidé à faire monter se transformant en bonus et en fêtes de fin d'année pour des gens qui ne connaîtraient jamais mon nom. Une notification de courriel est apparue dans le coin de mon écran. Objet, mise à jour de fin d'année et demande spéciale. C'était de Guillaume de Valombre. Je l'ai ouvert, m'attendant à moitié à un bref remerciement et un tableur. Au lieu de cela, il avait écrit un paragraphe entier sur la façon dont l'année écoulée avait été transformatrice, comment le conseil d'administration était passé de la panique à un optimisme prudent, puis à une excitation non dissimulée. Vous n'avez pas seulement ajusté quelques publicités, Léa, a-t-il écrit. Vous avez changé notre façon de comprendre notre activité. Nous voulons honorer cela comme il se doit. Il y avait une pièce jointe en bas du courriel intitulée « Concept mur de l'innovation.jpg ». Quand je l'ai ouverte, j'ai eu le souffle coupé. C'était une maquette de l'entrée d'un de leurs complexes phares, un long mur tapissé d'études de cases encadrées. Chaque cadre avait une photo, un titre et une courte description du projet. Près du centre du mur se trouvait mon propre portrait, plus net et plus confiant que je ne me sentais dans la vraie vie, sous une plaque qui disait « Stratège en données et croissance, Léa Dubois ». La description en dessous résumait le redressement que j'avais mené, refonte de la tarification dynamique, campagne basée sur la demande, reprise après la crise post-pandémique. Les invités passeraient devant ce mur en se rendant à des conférences et des galas, trinquant sous les lustres tandis que mon visage les observerait depuis le milieu. Nous prévoyons de dévoiler cela lors d'un événement majeur pour les partenaires et la famille la saison prochaine, a poursuivi Guillaume. Nous aimerions enfin vous rencontrer en personne, vous présenter à certaines des personnes dont vous avez aidé à sauver l'emploi. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. Sur mon téléphone, une autre photo de ma mère est arrivée, Eric et Lara blottis l'un contre l'autre sous une pluie de confettis, mes parents flous en arrière-plan, les yeux brillants. J'ai imaginé que quelque part, non loin de l'endroit où ils posaient, ce mur pourrait éventuellement exister, ma photo encadrée contredisant silencieusement toutes les histoires qu'ils avaient racontées sur le fait que j'étais une déception. Quelle ironie si l'endroit qu'ils cherchaient si désespérément à protéger de ma présence finissait par être le seul endroit qui insistait pour mettre mon visage au premier plan. J'ai répondu à Guillaume par un simple « oui », professionnel, lui disant que je serais honoré d'y assister le moment venu. Puis j'ai posé mon téléphone face contre la table, je me suis adossé à mon canapé et j'ai écouté l'écho lointain des feux d'artifice à l'extérieur. Ils pensaient m'avoir effacé de cette nuit, qu'ils avaient enfin trouvé un monde assez élevé pour que je ne puisse pas l'atteindre.
Mais la vérité était juste là, sur l'écran de mon ordinateur portable, dans un cadre doré, mon nom cousu dans les fondations de leur nouvelle vie étincelante. Ils n'avaient tout simplement pas encore réalisé que la personne qu'ils étaient si déterminés à cacher était déjà tissée dans chaque recoin de leur précieux cercle d'élite, attendant le moment où la photo sur ce mur ferait voler en éclats leur image parfaite. Les mois qui ont suivi ce nouvel an ont eu l'impression que quelqu'un avait discrètement augmenté la luminosité de ma vie pendant que ma famille continuait d'agir comme si j'étais toujours assise dans le noir. Domaine de Valombre et compagnie a signé un contrat à long terme, puis un autre, m'entraînant dans des réunions sur l'expansion, de nouvelles propriétés, et même des acquisitions. Je me suis soudainement retrouvé dans des appels tard le soir concernant l'ouverture de complexes sur la Côte d'Azur et les Antilles françaises, à faire des simulations sur ce qui se passerait s'ils modifiaient toute leur structure tarifaire pour la basse saison. Mes journées se sont confondues en tableaux de bord et en présentations stratégiques, le genre de travail dont les gens de mon milieu rêvent. Mon compte en banque l'a ressenti aussi. J'ai troqué ma vieille voiture à haillons contre une hybride fiable, j'ai finalement réparé la fuite de mon plafond de salle de bain et j'ai déménagé dans un appartement d'une chambre qui ne donnait pas l'impression de pouvoir s'effondrer pendant un orage. J'ai fait tout cela discrètement. Pas de grandes annonces, pas de fausse modestie sur les réseaux sociaux. Je savais exactement comment mes parents réagiraient si j'essayais d'expliquer les contrats basés sur la performance ou les primes de rétention. Ils souriraient, hocheraient la tête et me demanderaient si j'avais pensé à postuler pour un « vrai travail » dans un bureau local. Pendant ce temps, la vie d'Éric ressemblait à une compilation de ses meilleurs moments. Ma mère m'envoyait des mises à jour constantes, des photos de lui et Lara à des dégustations de vin, des bals de charité, des retraites de luxe, des captures d'écran d'articles mentionnant le nom de Valombre avec des légendes comme « Ton frère était là hier soir ». Tu imagines? Lors des dîners du dimanche, quand je venais, la conversation tournait autour des préparatifs du mariage, des listes d'invités et de combien il était incroyable que notre famille appartienne bientôt à des événements où les gens portaient des smokings et parlaient de comptes offshore. Une fois, pendant le pain de viande, Éric a dit « Guillaume fait appel à un consultant de génie pour leur nouvelle stratégie de données. Le gars est un magicien des chiffres. Si je joue bien mes cartes, je pourrais finir par travailler sur certaines de ses affaires. » J'ai pris une lente gorgée d'eau pour cacher ma réaction. « Tu vois, c'est le genre d'entreprise que tu veux fréquenter », a dit maman, impressionnée. Des gens qui savent comment faire bouger les choses. Je me suis demandé ce qu'elle dirait si je lui disais que le soi-disant magicien avait passé la matinée à se disputer avec Guillaume pour savoir si nous devions plafonner l'occupation pendant certaines vacances pour protéger la valeur de la marque à long terme, et que ce magicien, c'était moi. Mais je n'ai rien dit. Laissez-les parler de la proximité du pouvoir. J'étais occupé à le construire. Un après-midi au début de l'automne, un courriel de l'assistante de Guillaume m'a fait me redresser. Nous finalisons les détails du gala des partenaires et de la famille à notre complexe phare de Cannes, écrivait-elle. C'est à la fois une célébration du redressement de cette année et un gala de fiançailles pour mademoiselle Lara de Valombre et monsieur Éric Dubois. Guillaume et Céleste sont particulièrement ravis de vous honorer ce soir-là. Ils aimeraient que vous soyez au premier plan lorsque nous dévoilerons le mur de l'innovation. 6 juin se trouvait l'invitation officielle, gaufrée et lourde même à travers l'écran. Mon nom était imprimé en haut de la liste des invités sous une section intitulée « Partenaires stratégiques ». Le nom de mon frère se trouvait plus bas, sous « Famille du marié ». Pendant une seconde, je suis resté bouche bée. Je n'avais pas encore eu de nouvelles de mes parents à propos de cet événement, mais je pouvais déjà imaginer la conversation. Ils se vanteraient d'être invités à un gala ultra exclusif dans le complexe préféré de Lara. Ils parleraient de la liste d'invités limitée, du fait que seules les « bonnes » personnes étaient autorisées à entrer, et quelque part entre les discours et le champagne, ils prévoiraient de me garder discrètement à l'écart une fois de plus. La différence cette fois était simple, les Valombre ne m'invitaient pas en tant que sœur bizarre d'Éric. Ils m'invitaient en tant que personne qui avait changé la trajectoire de leur entreprise. J'ai appelé Guillaume pour confirmer les détails, en gardant ma voix stable. Il semblait vraiment enthousiaste. « Nous avons parlé de vous à tout le monde », a-t-il dit. J'ai hâte de voir leur visage quand ils réaliseront que la personne derrière ces chiffres est réelle. J'ai raccroché, je me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé l'ironie s'installer. Ma famille avait passé une année entière à essayer de me gérer pour m'exclure de leur récit parfait, convaincu que je les embarrasserais devant leur belle famille d'élite. Mais à cette fête, dans ce complexe scintillant, il n'y aurait aucun moyen de me cacher. Mon visage les attendrait dès qu'ils franchiraient la porte, encadré d'or, mon nom gravé dans le métal. Ils pensaient grimper dans un monde auquel je n'appartenais pas.
Ils étaient sur le point de découvrir que ce monde était le mien bien avant qu'ils n'y mettent les pieds. Le complexe phare des Valombres à Cannes ressemblait exactement au genre d'endroit dont mes parents fantasmaient en feuilletant des magazines sur papier glacé, des sols en marbre, des palmiers imposants dans des jardinières surdimensionnées, le genre d'arrangements floraux qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Le soir du gala, l'air était chaud et bourdonnait d'argent. Le personnel en uniformes impeccables se déplaçait avec la précision d'une chorégraphie, guidant les invités vers la grande salle de bal. Je suis arrivé tôt comme demandé, non pas en tant que sœur d'Éric, mais en tant que l'un des partenaires stratégiques. Un coordinateur m'a remis un badge avec mon nom imprimé en lettres noires nettes, Léa Dubois, stratège en données et croissance. Le voir a provoqué un pincement dans ma poitrine. Pour une fois, mon identité n'était pas réduite à « elle fait un truc sur Internet ». À l'intérieur du foyer, le mur de l'innovation s'étendait sur un côté, tout comme sur la maquette. Des cadres dorés, un éclairage doux, chaque étude de cas racontant un morceau de l'histoire de survie de l'entreprise. Mon cadre se trouvait près du centre, ma photo, mon nom, mon travail. Guillaume et Céleste sont venus, tout sourire et chaleur sincère. Ils m'ont présenté aux membres du conseil d'administration, aux chefs de département, à des personnes dont les moyens de subsistance étaient liés aux décisions que j'avais aidé à façonner. Pendant la première heure, j'ai complètement oublié ma famille. J'ai parlé de chiffres, de plans futurs et j'ai ri à une blague d'un directeur financier sur les prévisions. J'étais dans mon élément. Puis j'ai entendu la voix de ma mère. Elle flottait depuis le hall, aiguë et nerveuse. Oh, cet endroit est... Waouh! Éric, regarde ce lustre. Je me suis juste assez tourné pour les voir entrer, mon père dans un costume qui semblait soudain moins cher sous les lustres, ma mère serrant une pochette comme si elle allait s'enfuir, Éric et Lara marchant en avant comme s'ils étaient à leur place. Mon instinct a été de me recroqueviller, de me placer derrière quelqu'un de plus grand. Mais le personnel avait déjà été formé sur qui j'étais. L'un d'eux s'est avancé en me souriant. Madame Dubois, pouvons-nous vous placer près du mur? Monsieur de Valombre veut que vous soyez proche pour l'annonce. Alors, au lieu de me cacher, je me suis retrouvé à quelques pas de ma propre photo encadrée alors que ma famille traversait le foyer. Ils ne m'ont pas vu au début. Leurs yeux étaient fixés sur le décor, les gens, la promesse de ce que cette nuit signifiait pour eux. Céleste a doucement tapoté son verre de champagne, demandant un peu d'attention. Les invités se sont tournés vers elle, les conversations s'atténuant en un murmure. Merci à tous d'être ici, a-t-elle commencé, sa voix claire. Ce soir est une soirée sur la famille et le partenariat, sur les gens qui ont soutenu cette entreprise quand les choses semblaient impossibles. Elle a fait un geste vers le mur. Au cours de la dernière année, nous avons construit ceci pour nous rappeler que les chiffres ne sont pas que des graphiques. Ce sont des gens. Des gens qui ont tout changé quand nous en avions le plus besoin. Elle s'est approchée de mon cadre en souriant. L'une de ces personnes nous est maintenant très chère. Elle a pointé directement ma photo. Voici Léa Dubois. Le sol a semblé basculer une seconde. Mes parents se sont figés en pleine phrase. La tête d'Éric s'est tournée brusquement vers le son de mon nom. Céleste a lu la plaque à haute voix, stratège en données et croissance, le cerveau derrière le redressement qui a maintenu ses complexes en vie lorsque les voyages étaient au plus bas. Vous n'avez aucune idée du nombre de fois où nous avons prononcé son nom cette année. Elle s'est tournée, suivant la ligne du cadre jusqu'à l'endroit où je me tenais. Puis ses yeux se sont écarquillés, comme si elle venait de résoudre une énigme dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Léa, a-t-elle dit, puis plus fort, pleine de joie, Léa Dubois, vous êtes là. Vous êtes la sœur d'Éric. Les têtes ont pivoté. Des dizaines de personnes se sont tournées pour me regarder, puis Éric, puis mes parents. Le silence qui a suivi en disait plus que n'importe quel discours. Guillaume s'est avancé à côté de Céleste, son regard se posant sur ma famille avec une politesse professionnelle qui venait de devenir tranchante. Vous ne nous avez jamais dit que votre fille était notre Léa, a-t-il dit à mes parents. Thomas a ouvert la bouche. L'a refermée. Il avait l'air de vouloir fondre dans le marbre. Ma mère a balbutié, nous. Nous ne savions pas que vous la connaissiez comme ça. Elle fait une sorte de travail d'informatique. Nous ne pensions pas que c'était, vous savez, important pour ce soir. Quelques invités à proximité ont échangé des regards. La mâchoire de Guillaume s'est crispée juste assez pour que je le remarque. Important, a-t-il répété. Sans elle, cette fête n'a pas lieu. Ce bâtiment ne reste pas aussi plein.
La moitié des gens dans cette pièce mettraient leur CV à jour. Céleste a ri légèrement, essayant d'atténuer la tension, mais ses paroles avaient du poids. Nous nous vantons d'elle depuis des mois, a-t-elle dit. Je ne peux pas imaginer cacher quelqu'un comme Léa. Le visage d'Éric est devenu pâle. Il m'a regardé comme si je l'avais trahi simplement en existant. Léa, a-t-il dit à voix basse quand il m'a enfin rejointe. Tu ne m'as pas dit que tu travaillais avec eux. J'ai soutenu son regard. Tu n'as pas demandé, ai-je répondu. Plus tard, loin de la foule, mes parents m'ont coincé dans un couloir tranquille. La voix de ma mère tremblait. Tu nous as fait passer pour des idiots, a-t-elle chuchoté. Nous n'en avions aucune idée. Je l'ai coupé doucement. Que j'avais de l'importance pour eux. Que mon travail comptait. Ou que votre fille embarrassante est devenue la personne qui soutient l'empire de votre précieuse belle famille. Mon père a essayé de retrouver son autorité. Tu aurais pu nous avertir, Léa. Nous nous serions préparés différemment. J'ai failli rire. Préparés comment? En m'invitant cette fois? En prétendant que vous étiez fier? Éric s'est avancé, les yeux vitreux. Écoute, peut-être qu'on a mal géré les choses, a-t-il dit. Mais tu sais comment sont maman et papa. On voulait juste que tout se passe bien. Tu veux faire partie de cette famille, n'est-ce pas, a-t-il ajouté rapidement. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est apaisé en moi. J'ai réalisé que j'avais passé des années à me torturer l'esprit, à la poursuite d'une version de l'appartenance qui venait toujours avec des conditions, ne dis pas trop de choses, ne pose pas de questions difficiles, ne surpasse pas la personne qu'ils avaient décidé être la star. J'ai pris une inspiration. Je serai toujours ta sœur, ai-je dit à Éric. Et je serai toujours leur fille. Mais j'ai fini de mendier une place à une table où le prix d'entrée est de prétendre que je suis moins que ce que je suis. Je ne vais plus me faire toute petite pour que tu puisses paraître plus grand. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Léa, nous avions juste peur, a-t-elle dit doucement. Peur que tu nous embarrasses. J'ai hoché la tête. Et ce soir, vous avez découvert que la seule chose embarrassante était le peu de confiance que vous aviez en moi. C'est votre problème, pas le mien. De retour dans la salle de bal, quand Guillaume m'a présenté sur scène comme une partenaire clé, les applaudissements ont semblé différents de toute l'approbation que j'avais recherchée en grandissant. Ce n'étaient pas les applaudissements polis de parents qui écoutaient à peine. C'étaient des gens qui avaient vu les résultats et les appréciaient, des gens qui se fichaient que je porte la mauvaise robe ou que je pose des questions bizarres tant que j'arrivais avec le genre de clarté qui leur permettait de continuer. Debout là, sous cette douce lumière dorée, j'ai compris quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un m'apprenne des années plus tôt, parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas spectaculaire ou cruelle. C'est choisir d'arrêter de confier votre valeur à des gens qui ne savent que la déprécier. C'est laisser votre succès parler dans des pièces où il n'aurait jamais pensé que votre voix serait entendue et refuser de vous effacer juste pour que des personnes peu sûres d'elles puissent se sentir grandes. Si votre famille vous a déjà fait sentir comme celui qui est embarrassant, celui qui est en trop, celui qui doit être caché pour qu'ils aient l'air bien, je veux que vous entendiez ceci, leur incapacité à voir votre valeur n'efface pas la valeur elle-même. Vous avez le droit de construire une vie qui honore qui vous êtes. Même si cela signifie créer une distance avec les personnes qui vous ont appris à en douter, vous avez le droit de les aimer tout en disant non lorsque leurs attentes vous écrasent. Finalement, mes parents ont dû passer devant cette photo encadrée de moi chaque fois qu'ils se déplaçaient dans le complexe cette nuit-là, mon nom gravé dans le mur du monde qu'ils vénéraient. C'étaient eux qui se faisaient tout petits, évitant le contact visuel, répétant des excuses. Moi, je continuais simplement à marcher, les épaules en arrière, comprenant enfin que la véritable réussite n'était pas d'être accepté par eux. C'était d'apprendre à m'accepter moi-même d'abord. Et si vous avez déjà été celui qu'ils ont essayé de cacher, j'espère que mon histoire vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà dû prendre vos distances avec des personnes qui ne voyaient pas votre valeur. Peut-être que votre histoire sera ce qui aidera quelqu'un d'autre à enfin défendre la sienne.